présenter le pacte bois biosourcé. Donc, il vous est proposé là, en fin de matinée donc, par Fibois Bretagne, donc l'interprofession de la forêt-bois en Bretagne, en association avec le FB2, dont Johan Bois est coprésident avec moi. C'est une dynamique des pactes bois biosourcés qu'on observe dans différentes régions. On est un peu en retard en Bretagne, mais tant mieux. À ce qui paraît, il faut du temps pour prendre des bonnes décisions, donc ça tombe plutôt bien. Associer la fédération au pacte bois biosourcé, ça nous paraissait essentiel. Déjà parce qu'on a un partenariat historique avec Fibois, qui est vraiment aussi aujourd'hui la principale locomotive de l'interfilière. Et puis, parce que le pacte bois biosourcé, c'est aussi le prolongement du premier appel à manifestation d'intérêt, construire avec le matériau biosourcé et la terre crue, c'est la suite logique. Et puis, ça rentre évidemment en résonance avec le deuxième AMI sur la rénovation. Donc, continuer à monter en compétences ensemble. Vous, demain, en tant que porteur de projet, et nous, en tant que conseil et apporteur de solutions. Merci, messieurs les coprésidents. Alors, Paul Jarquin, je le disais tout à l'heure, président de Fibois France et de Fibois Île-de-France. Alors, expliquez-nous, peut-être, vous venez au plus vite, mettez-vous à l'aise, vous avez raison. Bonjour à tous. Je vais peut-être commencer par dire un mot sur Fibois France et donc le fonctionnement des interprofessions régionales. Donc Fibois regroupe en fait l'ensemble des interprofessions en région, donc on est 12 interprofessions. Comme le disait Denis, on a de la spécificité d'aller de la graine, j'ai envie de dire, même des forestiers jusqu'à l'aval de la filière. Quand on dit aval, c'est les constructeurs, les scieurs, mais aussi les architectes, les maîtres d'ouvrage et les bureaux d'études. Donc on a un peu cette spécificité de regrouper, on va dire, tous les acteurs. Et donc, de par sa structure interrégionale, on est les acteurs locaux et certaines interprofessions, comme dans le Grand Est, sont présentes depuis l'après-guerre. Donc ça permet aussi d'avoir un lien fort avec les élus locaux, les préfectures dans les régions, et voilà l'ensemble des acteurs. C'est ce qui en fait une de ses forces. C'est aussi ce qui permet ensuite de développer des outils qu'on qualifie d'interrégionaux. Hein. Donc ça va être le cas du pacte bois biosourcé qu'on vient de vous présenter donc dans la région bretonne. Il s'inscrit dans une dynamique nationale. Ça va être le 6e pacte qu'on signera en fin d'année. L'objectif, c'est, on le disait dans le cadre de ce qu'on appelle la SNBC, donc la stratégie nationale bas carbone, d'accélérer donc la décarbonation et la transition énergétique aussi bien dans le secteur de la construction et de la réhabilitation. Avec la montée en puissance de la RE 2020, on est le seul pays en Europe qui s'est doté d'outils dans le dépôt de nouveaux permis de construire, d'une réglementation qui tient compte du carbone. Donc c'est à ce titre-là que la mobilisation du bois et des biosourcés est extrêmement importante. Et on aime parler d'un contrat entre la maîtrise d'ouvrage et la filière forêt-bois. Il y a un schéma qui dit que c'est quand même les marchés qui tirent tous les investissements. Un des gros enjeux, au-delà de la décarbonation de l'économie, c'est aussi la création d'emplois locaux. Aujourd'hui, la filière forêt-bois a un déficit de près de 9 milliards d'euros, le déficit commercial. Ça veut dire qu'il faut, dans le cadre des investissements de réindustrialisation, investir dans les scieries, dans les usines de transformation et aussi dans tous les secteurs de la filière. Et ça passe par des engagements de mètres carrés à construire, de mètres d'ouvrage. Et c'est l'objectif de ce pacte, c'est aussi de donner de la visibilité à l'ensemble des industriels. Tout à l'heure, quand vous baladez, on en voit certains, dont des grands industriels comme Pifto, qui nous disent souvent oui, vous nous dites qu'il y a des mètres carrés qui vont sortir, mais est-ce que vraiment c'est la réalité? Et là, le fait de s'engager donc à travers des outils à l'échelle régionale et interrégionale qui donnent de la visibilité sur les mètres carrés, c'est ce qui permet de convaincre aussi les industriels. Donc je le dis, à ce jour, on a déjà 6 pactes qui sont signés. On vise les 4 nouveaux pactes d'ici la fin de l'année, dont la Bretagne. Il y a plus de 182 signataires, on verra rapidement la liste tout à l'heure, mais c'est à la fois des collectivités, des aménageurs,
publics, des aménageurs privés, des maîtres d'ouvrage privés et publics. Les pactes ont été aussi mis sous l'égide de la planification écologique et du ministère de l'Agriculture et du Logement comme étant des outils prioritaires. Donc voilà, vous en redirez certainement un mot, mais on vise de finaliser le pacte breton d'ici la fin de l'année et le signer. Dans les grandes logiques du pacte, qu'est-ce que ça veut dire derrière? C'est que les signataires, les acteurs qui s'engagent, prennent des engagements sur des mètres carrés avec une partie de leur surface qui va être nécessairement en bois. Donc bronze, or, argent, c'est en fonction de niveau de mètres carrés produits sur lesquels ils s'engagent. On a aussi une dimension de volonté de pousser la gestion durable forestière, de dire oui, on construit en bois, mais derrière il faut s'assurer d'avoir des certifications à travers FSC et PEFC qui sont les certificateurs de la filière, pour aussi avoir une démarche de qualité et des engagements forts sur la production locale via des marques comme le Bois de France ou même des critères qui peuvent être selon les régions mis en avant sur d'être le plus local possible et développer, comme on l'a dit, les filières. Il y a aussi, on en a pas mal parlé sur la montée en puissance des savoir-faire. Une chose, c'est de dire, oui, on s'engage, on veut faire tant de mètres carrés en bois, mais derrière, il y a un vrai besoin de monter en compétence de l'ensemble des acteurs, que ce soit les maîtrises d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, dans la rédaction des cahiers des charges. Donc il y a des ateliers interpacts qui ont lieu. Là, c'est une petite liste, par exemple, des ateliers qui ont eu lieu sur les 4-5 derniers mois. En Ile-de-France, il y a beaucoup de questions autour du carbone. En fonction de quel système constructif, quel seuil de la RE20 on va pouvoir atteindre. Beaucoup de questions sur les coûts de construction. On a parlé d'approche en global, mais quand on est face à des maîtres d'ouvrage, type des bailleurs sociaux ou des promoteurs privés, il y a toujours quand même un surcoût à mettre dans le bilan. Donc comment on aborde ça et comment on optimise les choses. Donc c'est vraiment aussi une communauté ensuite des signataires avec des acteurs. Nous, dans mon entreprise, ça fait 15 ans qu'on construit des immeubles en bois. On a déjà fait des centaines de milliers de mètres carrés, donc on a des retours d'expérience importants et d'autres qui se lancent. On l'a vu sur une première opération, donc on a un besoin plus fort d'être accompagné. Donc c'est aussi cette communauté de l'ensemble des signataires qui permet de se dire aujourd'hui, on reste marginal. La filière forêt-bois, en termes de pourcentage, on est en dessous de 10%, donc on reste une filière de niche, mais avec 430 000 emplois. Quand on regarde les résultats, aujourd'hui, les 182 signataires, depuis 2020, c'est plus de 3 700 000 mètres carrés, donc ça fait près de 10 millions de mètres cubes qui sont mis en œuvre. Donc on est quand même dans une dynamique bien amorcée, avec des ouvrages comme le village des athlètes qui vient d'être livré pour les Jeux Olympiques ou la piscine olympique, qui sont des grands ouvrages dans lesquels on a, dans des délais extrêmement courts, réussi à construire des centaines de milliers de mètres carrés, 100% en bois et avec du bois local. Donc voilà, c'était pour vous présenter un peu la dynamique du pacte national et comment ça s'inscrivait. Je crois que je te relaisse la main pour... Non, ça va être Hervé Boivin et Julie Poisson. Merci Paul Jarquin. Hervé, je vois que c'est corporate, je vois bien le petit logo Fibois. Alors c'est à vous, présentez-nous ce pacte bois biosourcé breton. Alors c'est Julie qui va démarrer la présentation, je vais prendre la suite. Donc les objectifs, ils sont communs à l'ensemble des pactes, ils ont déjà été dit, donc anticiper la RE 2020 et notamment son fameux seuil de 2028. D'ailleurs, les dispositifs et leur temporalité sont calés par rapport à ça. Les enjeux avec la stratégie nationale bas carbone, et puis réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière générale du bâtiment. Ce matin, on a à plusieurs reprises évoqué cet équilibre entre la commande d'un côté public ou privé et puis la montée en puissance des entreprises qui construisent en bois et biosourcé. Et du coup, là, pour moi, l'intérêt, c'est vraiment un outil clé en main qui est proposé pour faire un pont entre ces deux mondes. Et on a dit ce matin que c'était un besoin côté commande publique et côté filière, et là c'est un outil tout prêt qu'on vous propose pour faire ce pont. Massifier, il y en a qui vont préférer le terme démocratiser la construction et la réhabilitation en bois, biosourcé et terre crue. Et puis partager l'expérience. C'est pas chacun dans son coin
qui va faire face à la RE 2020 et à ces nouvelles échéances. Là, l'idée, c'est d'y aller collectivement, et encore une fois, on l'a dit à plusieurs reprises, partager l'expérience, et puis vous apporter ces fameux ateliers. Les ateliers, on choisit collectivement les sujets avec les signataires, donc voilà, c'est tout l'intérêt, et c'est vraiment une réponse par rapport aux enjeux identifiés. Alors concrètement, les engagements, on va en retrouver qui sont déjà dans la plupart des pactes. Souvent, il y a un tronc commun, et puis après, chaque région adapte un petit peu en fonction de son contexte. Donc on retrouve la même logique de périmètre. On a vu les 3 niveaux or, argent, bronze. Donc là, en fait, cette exigence-là, elle est à l'échelle d'un patrimoine. On va embarquer, alors le terme technique c'est production régionale, mais en fait c'est un patrimoine. En fonction de la taille du signataire, on va parler d'une dizaine de bâtiments, d'une trentaine, quarantaine. Voilà. Et donc ça peut être en neuf et en rénovation. Et donc il y a une catégorie qui est engagée, tout ou partie. On peut aussi avoir des catégories en fonction d'une certaine logique. Et donc on va embarquer 10%, 20% ou 40% de ce patrimoine qui devra respecter les seuils d'exigence. Si on passe sur le critère seuil d'exigence, là on a l'échelle de l'opération. Donc on va avoir des niveaux à atteindre comme le label bâtiment biosourcé, 36 kg par mètre carré pour le neuf, 10 kg par mètre carré pour la réhabilitation. Alors il y a une petite nuance, c'est qu'on a un garde-fou par opération, mais que ces seuils de 36 EPI, ça va être en moyenne sur le patrimoine qui respecte les exigences de la société. Donc ça fait qu'il y a des projets où techniquement ils sont plus contraints, on ne pourra pas atteindre le fameux 10 ou 36, où on pourra être un petit peu plus bas, et d'autres où ça s'y prête bien, les conditions sont réunies, on va être plus haut, et en fait c'est la moyenne qu'on va regarder. Comme ça permet aussi de prendre en compte un peu les contraintes qu'on peut rencontrer projet par projet. Il y a un critère aussi qu'on a repris, alors là c'est l'intérêt qui est déjà plusieurs pactes. Par exemple, le critère de diversité il a déjà été intégré dans le pacte normand, donc on l'a repris dans le pacte breton. Ça nous convient bien par rapport à la logique de la fédération, c'est d'avoir à minima 2 familles différentes de matériaux par opération. Donc là on va aller sur une notion de diversité. Sur les approvisionnements, donc la base, c'est d'aller chercher de la gestion durable des forêts, donc avec des labels FCF et CO équivalents. Et puis on part sur un recours le plus possible à du local. Voilà. Et là on n'est pas parti sur un seul chiffret. Par contre, vous verrez qu'on a une autre stratégie. Peut-être on peut préciser que par rapport au réservoir de bâtiments biosourcés que la plupart d'entre vous, j'imagine, connaissent, ici on intègre la terre crue qui peut s'intégrer en masse dans le calcul des 36 kg. Par expérience, FB2 a déjà suivi un certain nombre de projets en intégrant la terre crue et ça se passe très bien. Donc on peut tout à fait intégrer la terre crue pour le calcul du référentiel à 36 kg. Voilà, ça fait partie des spécificités du pacte breton. Donc effectivement, l'intégration de la terre crue qui a déjà été expérimentée, ça nous a permis dans le cadre de la ligne de vérifier que l'on ne vient pas chambouler les logiques de conception des projets, c'est pas le cas. On a eu des remarques, bah oui mais du coup les gens ils vont mettre de la terre crue pour faire plus de poids parce que ça pèse, mais en fait pas du tout. On s'est rendu compte que voilà, soit il y a une volonté politique et une logique de projet d'intégrer de la terre crue, soit on n'est pas du tout allé dans ces travers, et puis voilà, on est en cohérence et ça marche très bien. Et donc on sait qu'il y a déjà d'autres régions qui veulent reprendre aussi cette logique-là dans leur pacte ou dans d'autres actions, dans d'autres dispositifs. Sur le réemploi, ça nous vient des Hauts-de-France, donc d'intégrer pour des projets de réhabilitation un peu contraints la possibilité de valoriser à hauteur de 5 kg par mètre carré des matériaux issus du réemploi ou alors de conservation. Voilà, on est sur de la réhabilitation, il y a des éléments qui sont déjà en place, des murs terre initiaux, des éléments en bois, et du coup on va les valoriser dans une mesure raisonnable. Et pour finir, sur les spécificités, c'est qu'on va sur un système de bonification, que ce soit sur le bois français ou les autres matériaux biosourcés, mais avec des éléments
tangibles de traçabilité mais non certifiés, on a une bonification de 10%, alors que si on est sur le bois là, uniquement sur des choses certifiées bois de France, et bien là on a une bonification de 20%. Parce qu'on s'est rendu compte aussi avec le retour d'expérience des autres bacs qu'il y a besoin d'y aller par étapes sur ce sujet-là, parce que la traçabilité, c'est un gros sujet. J'ai oublié un engagement de moyens, pardon. J'ai inversé l'ordre. L'engagement de moyens, donc là, c'est plus qualitatif sur la désignation d'un référent bois au sein du signataire, qui va être le référent principal, l'interlocuteur principal. Une participation aux réunions d'animation, tous les ateliers, voilà, de s'engager sur une montée en compétences des équipes, une intégration d'une compétence bois dans les équipes projets et partage d'informations avec la communauté des signataires, c'est un peu le cœur du dispositif également. Bien, alors effectivement, on propose aux maîtres d'ouvrage de prendre un engagement sur une partie de leur production pour atteindre un certain niveau de biosourcé et de terre crue. Mais on prend nous également, FB2 et Fibois, un certain nombre d'engagements. Je reprendrai les propos du maire de Saint-Sulpice tout à l'heure. On va accompagner les porteurs de projets, on va proposer une acculturation à ceux qui le souhaitent, et puis on peut même aller jusqu'à la formation si besoin. Donc on aura différents outils à vous proposer pour ça, des ateliers thématiques, notamment dont les sujets seront en lien avec les actualités et avec les besoins exprimés par les uns et les autres. Accompagnement, analyse et partage, c'est également l'idée, c'est pas simplement d'avoir des engagements et puis de comptabiliser les résultats, de voir ce qui est atteint, ce qui n'est pas atteint, mais c'est le partage d'expérience, la capitalisation de cette expérience pour progresser collectivement. Et en fait, le pacte, c'est aussi proposer un espace d'échange d'expérience et de mise en relation. Donc ce qu'on va vous proposer, c'est aussi un accès peut-être plus direct, plus facile avec les compétences, avec les architectes, les maîtres d'œuvre, les bureaux d'études et avec les entreprises qui sont compétentes pour intégrer les biosourcés et la terre crue. Et puis, bien sûr, puisque les maîtres d'ouvrage, les aménageurs vont prendre un certain nombre d'engagements, l'idée aussi c'est de communiquer autour de ces engagements, autour de réalisations, de valoriser ces engagements. Et également, on fera régulièrement un bilan, au moins une fois l'an, où on va regarder ce qui a été réalisé, quels sont les objectifs atteints ou pas, et puis poser de nouvelles perspectives pour la période suivante. Il a été dit également, vous le savez, les projets de construction, c'est 3, 4, 5 ans, voire plus. Donc le premier pacte qui vous sera proposé, c'est un engagement jusqu'au 31 décembre 2027. On prendra à ce moment-là, on fera un bilan global du pacte Breton, et puis on regardera également comment on se situe par rapport à la réglementation Aéro 2028, et on adaptera éventuellement le cahier des charges pour une nouvelle période de 2028 à 2030 ou 2032. Voilà, comme ça a été fait déjà sur l'Île-de-France. C'est en cours en tout cas. Donc en termes de calendrier, nous sommes le 13 juin. Aujourd'hui, on vous fait une première présentation des grands objectifs du pacte. On a un certain nombre d'outils et de détails à vous transmettre. On vous propose une première réunion d'information le 20 septembre. Le lieu n'est pas encore calé, mais on a calé la date. Et puis, avec cet objectif de signature proposé à la fin de l'année, on aura encore quelques mois pour aller visiter chacun d'entre vous, en tout cas chacun qui exprimera besoin d'informations complémentaires pour rentrer un petit peu plus dans le détail du cahier des charges, des outils de reporting annuel, et puis on élaborera ensemble les ateliers thématiques qui vous semblent importants de vous proposer. Voilà, la date de la signature n'est pas encore calée à ce jour, mais on s'est donné pour objectif fin 2024.
Bien, voilà. Donc Julie Poisson de la Fédération bretonne des filières biosourcées et moi-même sommes à votre disposition pour de plus amples informations aujourd'hui ou dans les semaines et mois qui viennent. Merci beaucoup. Merci pour cette belle présentation.
Hervé Yalita est président Fibois France et Fibois Île-de-France. Hervé Boivin, animateur voie construction, Fibois Bretagne et Julie Poisson. Merci de me rejoindre. Installez-vous comme vous le sentez. Messieurs les coprésidents, je ne sais pas si vous êtes au pupitre ou je vais récupérer un micro. Là. Vous êtes au pupitre? Oui, allez. Au pupitre. Et monsieur le président de Fibois France quand même. C'est pas si souvent. Si. Vous allez nous expliquer ça dans quelques instants. Et bien, messieurs les coprésidents, pourquoi ce pacte bois-biosourcé? Vous allez peut-être nous expliquer. C'est bon? Oui, effectivement, donc là, c'est un temps pour présenter le pacte bois biosourcé. Donc, il vous est proposé là, en fin de matinée donc, par Fibois Bretagne, donc l'interprofession de la forêt bois en Bretagne, en association avec le FB2, dont Johan Bois est coprésident avec moi. C'est une dynamique des pactes bois biosourcés qu'on observe dans différentes régions. On est un peu en retard en Bretagne, mais tant mieux. À ce qui paraît, il faut du temps pour prendre les bonnes décisions, donc ça tombe plutôt bien. Associer la fédération au pacte bois biosourcé, ça nous paraissait essentiel. Déjà parce qu'on a un partenariat historique avec Fibois, qui est vraiment aussi aujourd'hui la principale locomotive de l'interfilière. Et puis parce que le pacte bois biosourcé, c'est aussi le prolongement du premier appel à manifestation d'intérêt, construire avec le matériau biosourcé et la terre crue, c'est la suite logique. Et puis ça entre évidemment en résonance avec le deuxième AMI sur la rénovation. Donc continuer à monter en compétences ensemble, vous demain en tant que porteur de projet et nous en tant que conseil et apporteur de solutions. Merci messieurs les coprésidents. Alors Paul Jarquin, je le disais tout à l'heure, président de Fibois France et de Fibois Île-de-France. Alors expliquez-nous, peut-être, vous venez au pupitre, mettez-vous à l'aise, vous avez raison. Bonjour à tous. Je vais peut-être commencer à dire un mot sur Fibois France et donc le fonctionnement des interprofessions régionales. Donc Fibois regroupe en fait l'ensemble des interprofessions en région, donc on est 12 interprofessions. Comme le disait Denis, on a la spécificité d'aller de la graine, j'ai envie de dire, même des forestiers jusqu'à l'aval de la filière. Quand on dit aval, c'est les constructeurs, les scieurs, mais aussi les architectes, les maîtres d'ouvrage et les bureaux d'études. Donc on a un peu cette spécificité de regrouper, on va dire, tous les acteurs. Et donc, de par sa structure interrégionale, on est les acteurs locaux et certaines interprofessions, comme dans le Grand Est, sont présentes depuis l'après-guerre. Donc ça permet aussi d'avoir un lien fort avec les élus locaux, les préfectures dans les régions, et voilà l'ensemble des acteurs. C'est ce qui en fait une de ses forces. C'est aussi ce qui permet ensuite de développer des outils qu'on qualifie d'interrégionaux. Donc ça va être le cas du pacte bois biosourcé qu'on vient de vous présenter donc dans la région bretonne. Il s'inscrit dans une dynamique nationale. Ça va être le 6e pacte qu'on signera en fin d'année. L'objectif, c'est, on le disait dans le cadre de ce qu'on appelle la SNBC, donc la stratégie nationale bas carbone, d'accélérer donc la décarbonation et la transition énergétique aussi bien dans le secteur de la construction et de la réhabilitation. Avec la montée en puissance de la RE 2020, on est le seul pays en Europe qui s'est doté d'outils dans le dépôt de nouveaux permis de construire, d'une réglementation qui tient compte du carbone. Donc c'est à ce titre-là que la mobilisation du bois et des biosourcés est extrêmement importante. Et on aime parler d'un contrat entre la maîtrise d'ouvrage et la filière forêt-bois. Il y a un schéma qui dit que c'est quand même les marchés qui tirent tous les investissements. Un des gros enjeux, au-delà de la décarbonation de l'économie, c'est aussi la création d'emplois locaux. Aujourd'hui, la filière forêt-bois a un déficit de près de 9 milliards d'euros, le déficit commercial. Ça veut dire qu'il faut, dans le cadre des investissements de réindustrialisation, investir dans les scieries, dans les usines de transformation et aussi dans tous les secteurs de la filière.
Et ça passe par des engagements de mètres carrés à construire, de mètres d'ouvrage. Et c'est l'objectif de ce pacte, c'est aussi de donner de la visibilité à l'ensemble des industriels. Tout à l'heure, quand vous baladez, on en voit certains, dont des grands industriels comme Pifto, qui nous disent souvent oui, vous nous dites qu'il y a des mètres carrés qui vont sortir, mais est-ce que vraiment c'est la réalité? Et là, le fait de s'engager donc à travers des outils à l'échelle régionale et interrégionale qui donnent de la visibilité sur les mètres carrés, c'est ce qui permet de convaincre aussi les industriels. Donc je le dis, à ce jour, on a déjà 6 pactes qui sont signés. On vise les 4 nouveaux pactes d'ici la fin de l'année, dont la Bretagne. Il y a plus de 182 signataires, on verra rapidement la liste tout à l'heure, mais c'est à la fois des collectivités, des aménageurs publics, des aménageurs privés, des maîtres d'ouvrage privés et publics. Les pactes ont été aussi mis sous l'égide de la planification écologique et du ministère de l'Agriculture et du Logement comme étant des outils prioritaires. Donc voilà, vous en redirez certainement un mot, mais on vise de finaliser le pacte breton d'ici la fin de l'année et le signer. Dans les grandes logiques du pacte, qu'est-ce que ça veut dire derrière? C'est que les signataires, les acteurs qui s'engagent, prennent des engagements sur des mètres carrés avec une partie de leur surface qui va être nécessairement en bois. Donc bronze, or, argent, c'est en fonction du niveau de mètres carrés produits sur lesquels ils s'engagent. On a aussi une dimension de volonté de pousser la gestion durable forestière, de dire oui, on construit en bois, mais derrière il faut s'assurer d'avoir des certifications à travers FSC et PEFC qui sont les certificateurs de la filière, pour aussi avoir une démarche de qualité et des engagements forts sur la production locale via des marques comme le Bois de France ou même des critères qui peuvent être selon les régions mis en avant sur d'être le plus local possible et développer, comme on l'a dit, les filières. Il y a aussi, on en a pas mal parlé sur la montée en puissance des savoir-faire. Une chose, c'est de dire, oui, on s'engage, on veut faire tant de mètres carrés en bois, mais derrière, il y a un vrai besoin de monter en compétence de l'ensemble des acteurs, que ce soit les maîtrises d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, dans la rédaction des cahiers des charges. Donc il y a des ateliers interpacts qui ont lieu. Là, c'est une petite liste, par exemple, des ateliers qui ont eu lieu sur les 4-5 derniers mois. En Ile-de-France, il y a beaucoup de questions autour du carbone. En fonction de quel système constructif, quel seuil de l'ARE on va pouvoir atteindre. Beaucoup de questions sur les coûts de construction. On a parlé d'approche en coût global, mais quand on est face à des maîtres d'ouvrage type des bailleurs sociaux ou des promoteurs privés, il y a toujours quand même un surcoût à mettre dans le bilan. Donc comment on aborde ça et comment on optimise les choses. Donc c'est vraiment aussi une communauté ensuite des signataires avec des acteurs. Nous, dans mon entreprise, ça fait 15 ans qu'on construit des immeubles en bois. On a déjà fait des centaines de milliers de mètres carrés, donc on a des retours d'expérience importants et d'autres qui se lancent. On l'a vu sur une première opération, donc on a un besoin plus fort d'être accompagné. Donc c'est aussi cette communauté de l'ensemble des signataires qui permet de se dire aujourd'hui, on reste marginal dans la filière forêt-bois en termes de pourcentage, on est en dessous de 10%, donc on reste une filière de niche, mais avec 430 000 emplois. Quand on regarde les résultats, aujourd'hui les 182 signataires, depuis 2020 c'est plus de 3 700 000 m², donc ça fait près de 10 millions de mètres cubes qui sont mis en œuvre. Donc on est quand même dans une dynamique bien amorcée avec des ouvrages comme le village des athlètes qui vient d'être livré pour les Jeux Olympiques ou la piscine olympique, qui sont des grands ouvrages dans lesquels on a, dans des délais extrêmement courts, réussi à construire des centaines de milliers de mètres carrés, 100% en bois et avec du bois local. Donc voilà, c'était pour vous présenter un peu la dynamique du pacte national et comment ça s'inscrivait. Je crois que je te relaisse la main pour... Non, ça va être Hervé Boivin et Julie Poisson. Merci Paul Jarquin. Hervé, je vois que c'est corporate, je vois bien le petit logo Fibois. Alors c'est à vous, présentez-nous ce pacte bois biosourcé breton. Alors c'est Julie qui va démarrer la présentation, je vais prendre la suite.
Donc les objectifs, ils sont communs à l'ensemble des pactes, ils ont déjà été dit. Donc anticiper la RE 2020 et notamment son fameux seuil de 2028. D'ailleurs, les dispositifs et leur temporalité sont calés par rapport à ça. Les enjeux avec la stratégie nationale bas carbone. Et puis réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière générale du bâtiment. Ce matin, on a à plusieurs reprises évoqué cet équilibre entre la commande d'un côté public ou privé et puis la montée en puissance des entreprises qui construisent en bois et biosourcé. Et du coup, là, pour moi, l'intérêt, c'est vraiment un outil clé en main qui est proposé pour faire un pont entre ces deux mondes. Et on a dit ce matin que c'était un besoin côté commande publique et côté filière, et là c'est un outil tout prêt qu'on vous propose pour faire ce pont. Massifier, il y en a qui vont préférer le terme démocratiser la construction et la réhabilitation en bois, biosourcé et terre crue. Et puis partager l'expérience. C'est pas chacun dans son coin qui va faire face à la RE 2020 et à ces nouvelles échéances. Là, l'idée, c'est d'y aller collectivement, et encore une fois, on l'a dit à plusieurs reprises, partager l'expérience, et puis vous apporter ces fameux ateliers. Les ateliers, on choisit collectivement les sujets avec les signataires, donc voilà, c'est tout l'intérêt, et c'est vraiment une réponse par rapport aux enjeux identifiés. Alors concrètement, les engagements, on va en retrouver qui sont déjà dans la plupart des pactes. Souvent, il y a un tronc commun et puis après, chaque région adapte un petit peu en fonction de son contexte. Donc on retrouve la même logique de périmètre. On a vu les 3 niveaux or, argent, bronze. Donc là, en fait, cette exigence-là, elle est à l'échelle d'un patrimoine. On va embarquer, alors le terme technique c'est production régionale, mais en fait c'est un patrimoine. En fonction de la taille du signataire, on va parler d'une dizaine de bâtiments, d'une trentaine, quarantaine. Voilà. Et donc ça peut être en neuf et en rénovation. Et donc il y a une catégorie qui est engagée, tout ou partie. On peut aussi avoir des catégories en fonction d'une certaine logique. Et donc on va embarquer 10%, 20% ou 40% de ce patrimoine qui devra respecter les seuils d'exigence. Si on passe sur le critère seuil d'exigence, là on a l'échelle de l'opération. Donc on va avoir des niveaux à atteindre comme le label bâtiment biosourcé, 36 kg par mètre carré pour le neuf, 10 kg par mètre carré pour les réhabilitations. Alors il y a une petite nuance, c'est qu'on a un garde-fou par opération, mais que ces seuils de 36 épices, ça va être en moyenne sur le patrimoine qui respecte les exigences de la société. Donc ça fait qu'il y a des projets où techniquement ils sont plus contraints, on ne pourra pas atteindre le fameux 10 ou 36, où on pourrait être un petit peu plus bas, et d'autres où ça s'y prête bien, les conditions sont réunies, on va être plus haut, et en fait c'est la moyenne qu'on va regarder. Comme ça permet aussi de prendre en compte un peu les contraintes qu'on peut rencontrer projet par projet. Il y a un critère aussi qu'on a repris, alors là c'est l'intérêt qui est déjà plusieurs pactes. Par exemple, le critère de diversité il a déjà été intégré dans le pacte normand, donc on l'a repris dans le pacte breton. Ça nous convient bien par rapport à la logique de la fédération, c'est d'avoir à minima 2 familles différentes de matériaux par opération. Donc là on va aller sur une notion de diversité. Sur les approvisionnements, donc la base c'est d'aller chercher de la gestion durable des forêts, donc avec des labels de l'EFC, FSC ou équivalent. Et puis on part sur un recours le plus possible à du local. Voilà. Et là on n'est pas parti sur un seul chiffret. Par contre vous verrez qu'on a une autre stratégie. Peut-être on peut préciser que par rapport au référentiel bâtiment biosourcé que la plupart d'entre vous, j'imagine, connaissent, ici on intègre la terre crue qui peut s'intégrer en masse dans le calcul des 36 kg. Par expérience, FB2 a déjà suivi un certain nombre de projets en intégrant la terre crue et ça se passe très bien. Donc on peut tout à fait intégrer la terre crue pour le calcul du référentiel à 36 kg. Voilà, ça fait partie des spécificités du pacte breton. Donc effectivement, l'intégration de la terre crue qui a déjà été expérimentée, ça nous a permis dans le cadre de la LIG de vérifier que l'on ne vient pas chambouler les logiques de conception des projets, c'est pas le cas. On a eu des remarques, bah oui mais du coup les gens ils vont mettre de la terre crue pour faire plus de poids parce que ça pèse, mais en fait pas du tout. On s'est rendu compte que voilà, soit il y a une volonté politique et une logique de projet d'intégrer de la terre crue, soit on n'est pas du tout allé dans ces travers, et puis voilà, on est en cohérence et ça marche très bien
Et donc on sait qu'il y a déjà d'autres régions qui veulent reprendre aussi cette logique-là dans leur pacte ou dans d'autres actions, dans d'autres dispositifs. Sur le réemploi, ça nous vient des Hauts-de-France, donc d'intégrer pour des projets de réhabilitation un peu contraints la possibilité de valoriser à hauteur de 5 kg par mètre carré des matériaux issus du réemploi ou alors de conservation. Voilà, on est sur de la réhabilitation, il y a des éléments qui sont déjà en place, des murs terre initiaux, des éléments en bois, et du coup on va les valoriser voilà, dans une mesure raisonnable. Et pour finir, sur les spécificités, c'est qu'on va sur un système de bonification, que ce soit sur le bois français ou les autres matériaux biosourcés, mais avec des éléments tangibles de traçabilité mais non certifiés. On a une bonification de 10%, alors que si on est sur le bois là, uniquement sur des choses certifiées bois de France, et bien là on a une bonification de 20%. Parce qu'on s'est rendu compte aussi avec du retour d'expérience des autres packs qu'il y a besoin d'y aller par étapes sur ce sujet-là, parce que la traçabilité, c'est un gros sujet. J'ai oublié un engagement de moyens, pardon. J'ai inversé l'ordre. L'engagement de moyens, donc là, c'est plus qualitatif sur la désignation d'un référent bois au sein du signataire, qui va être le référent principal, l'interlocuteur principal. Une participation aux réunions d'animation, tous les ateliers, voilà, de s'engager sur une montée en compétences des équipes, une intégration d'une compétence bois dans les équipes projets et partage d'informations avec la communauté des signataires, c'est un peu le cœur du dispositif également. Bien, alors effectivement, on propose aux maîtres d'ouvrage de prendre un engagement sur une partie de leur production pour atteindre un certain niveau de biosourcés et de terre crue. Mais on prend nous également, FB2 et Fibois, un certain nombre d'engagements. Je reprendrai les propos du maire de Saint-Sulpice tout à l'heure. On va accompagner les porteurs de projets, on va proposer une acculturation à ceux qui le souhaitent, et puis on peut même aller jusqu'à la formation si besoin. Donc on aura différents outils à vous proposer pour ça, des ateliers thématiques, notamment dont les sujets seront en lien avec les actualités et avec les besoins exprimés par les uns et les autres. Accompagnement, analyse et partage, c'est également l'idée, c'est pas simplement d'avoir des engagements et puis de comptabiliser les résultats et voir ce qui est atteint et ce qui n'est pas atteint, mais c'est le partage d'expérience, la capitalisation de cette expérience pour progresser collectivement. Et en fait, le pacte, c'est aussi proposer un espace d'échange d'expérience et de mise en relation. Donc ce qu'on va vous proposer, c'est aussi un accès peut-être plus direct, plus facile avec les compétences, avec les architectes, les maîtres d'œuvre, les bureaux d'études et avec les entreprises qui sont compétentes pour intégrer les biosourcés de la terre crue. Et puis, bien sûr, puisque les maîtres d'ouvrage, les aménageurs vont prendre un certain nombre d'engagements, l'idée aussi c'est de communiquer autour de ces engagements, autour de réalisation, de valoriser ces engagements. Et également, on fera régulièrement un bilan, au moins une fois l'an, où on va regarder ce qui a été réalisé, quels sont les objectifs atteints ou pas, et puis poser de nouvelles perspectives pour la période suivante. Il a été dit également, vous le savez, les projets de construction, c'est 3, 4, 5 ans, voire plus. Donc le premier pacte qui vous sera proposé, c'est un engagement jusqu'au 31 décembre 2027. On prendra à ce moment-là, on fera un bilan global du pacte Proton, et puis on regardera également comment on se situe par rapport à la réglementation Euro 2028, et on adaptera éventuellement le cahier des charges pour une nouvelle période de 2028 à 2030 ou 32. Comme ça a été fait déjà sur l'Île-de-France. C'est en cours en tout cas. Donc en termes de calendrier, nous sommes le 13 juin. Aujourd'hui, on vous fait une première présentation des grands objectifs du pacte. On a un certain nombre d'outils et de détails à vous transmettre. On vous propose
une première réunion d'information le 20 septembre. Le lieu n'est pas encore calé, mais on a calé la date. Et puis, avec cet objectif de signature proposé à la fin de l'année, on aura encore quelques mois pour aller visiter chacun d'entre vous, en tout cas chacun qui exprimera besoin d'informations complémentaires pour rentrer un petit peu plus dans le détail du cahier des charges, des outils de reporting annuel, et puis on élaborera ensemble les ateliers thématiques qui vous semblent importants de vous proposer. Voilà, la date de la signature n'est pas encore calée à ce jour, mais on s'est donné pour objectif fin 2024. Bien, voilà, donc Julie Poisson de la Fédération bretonne des filières biosourcées et moi-même sommes à votre disposition pour de plus amples informations aujourd'hui ou dans les semaines et mois qui viennent. Merci beaucoup. Merci pour cette belle présentation. Avant la fin de l'année, parce que Yoann parlait de fêter pour fêter la signature du pacte bois biosourcé. Bon, parfait. On attend la date avec impatience. Merci beaucoup à tous les trois. Nathan ne m'a pas fait passer de questions, peut-être qu'il n'y en avait pas. Les choses ont été très très claires. Merci beaucoup. Il est maintenant temps de faire cette pause déjeuner que vous attendez certainement avec impatience. Donc ça va se passer, vous allez longer les stands et ça sera sur la route à l'extérieur. N'hésitez